le soleil de fin d'après-midi baignait la place du village provençal d'une lumière dorée et paresseuse, filtrant à travers le feuillage dense des platanes centenaires. L'air vibrait du chant incessant et hypnotique des cigales, une bande-son immuable de l'été dans le sud. Au cœur de cette torpeur, le café du village, avec ses chaises en rotin usé et ses tables en fer forgé peintes d'un verre amand écaillé, offrait une oasis d'ombre et de convivialité. Des conversations animées, ponctuées par le cliquetis des verres de pastis et le claquement sec des boules de pétanque sur le terrain voisin, flottaient dans l'air chaud, mêlés aux effluves d'anis et de lavande. C'était un tableau d'une tranquillité parfaite, presque figé dans le temps. À l'une de ces tables, cependant, une note de dissonance moderne se faisait sentir. Stéphane Dubois était assis là, son corps présent mais son esprit à des centaines de kilomètres. À 38 ans, il portait le succès comme un costume sur mesure, mais un costume un peu trop rigide pour la décontraction ambiante. Son visage était tendu, ses yeux rivés sur l'écran lumineux de sa tablette, un portail glacial vers un monde de contrats, de fusion-acquisition et de chiffres à 9 zéros qui n'avaient aucune place sous le ciel clément de Provence. Il parcourait les clauses d'un accord qui allait encore renforcer l'empire qu'il avait bâti, Dubois Industries, une petite start-up de Sophia Antipolis devenue en moins de 15 ans un géant de la technologie. Il avait tout sacrifié sur l'autel de cette réussite fulgurante, ses nuits, ses amitiés, sa santé, et surtout, son mariage. Son épouse l'avait quitté 3 ans plus tôt, épuisée de n'être qu'une variable d'ajustement dans son agenda surchargé, emportant pour seul bien dans leur divorce sa propre liberté. À ses côtés, sa fille de 5 ans, Manon, piquait distraitement du bout de sa fourchette une assiette de crêpes au sucre, un mets qui coûtait ici une somme dérisoire, mais dont le souvenir contrastait violemment avec celui des déjeuners d'affaires où le moindre plat dépassait le budget alimentaire hebdomadaire d'une famille moyenne. Heureusement, Manon était restée avec lui. C'était sa seule ancre, son unique et constante source de culpabilité. Il se demandait souvent si elle n'aurait pas été plus heureuse avec sa mère, loin de ce père si souvent absent, même lorsqu'il était physiquement présent. Aujourd'hui devait être une exception. C'était samedi. Stéphane avait, pour la première fois depuis des mois, entièrement vidé son emploi de travail pour consacrer son après-midi à sa fille. Un déjeuner à son café préféré, puis peut-être une promenade le long de la rivière ou une visite au musée des Santons. Du temps de qualité, comme le prônaient les manuels de parentalité qu'il avait achetés mais jamais vraiment lus. Il sentait pourtant qu'il échouait lamentablement, son attention déjà détournée par les notifications qui clignotaient sur son téléphone à côté de la tablette. « Papa, regarde », murmura soudain Manon, en tirant doucement sur la manche de sa chemise en lin. « Pas maintenant, ma puce. »« Papa lit quelque chose d'important », répondit-il d'un ton automatique, une réplique qu'il avait prononcée 1000 fois sans même lever les yeux. La proposition d'acquisition qu'il examinait ne pouvait décidément pas attendre lundi matin. C'était du moins ce qu'il se disait pour justifier son impolitesse. « Mais papa s'il te plaît, juste 2 petites minutes. » Sa fille se tut, mais Stéphane sentit son regard insistant se détourner de lui pour se fixer sur quelque chose au-delà de leur table. Un silence étrange s'installa, uniquement troublé par le bourdonnement des conversations voisines. Finalement, piqué par cette distraction persistante, il leva les yeux, une pointe d'agacement dans le regard. Il suivit la direction indiquée par le menton de Manon et son souffle se coupa un instant. Assise sur le sol poussiéreux, à une dizaine de mètres de leur terrasse ombragée, près de la fontaine moussue où pépiaient des moineaux, se trouvait une jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Elle portait une robe beige en coton, si usée et délavée par le soleil et les lavages qu'elle en était devenue presque translucide par endroits. Ses cheveux blonds étaient noués en un chignon désordonné d'où s'échappaient plusieurs mèches rebelles. Ses pieds nus, posés sur les pavés chauds, étaient sales, marqués par la poussière des chemins. Devant elle, un petit gobelet en fer blanc contenait quelques pièces de monnaie. À côté, un morceau de carton déchiré portait une inscription maladroite tracée au feutre, SDF, j'ai faim. Un petit quelque chose s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Stéphane sentit immédiatement ce malaise familier qui le saisissait chaque fois qu'il était confronté à la pauvreté dans sa forme la plus crue et la plus visible. Il préférait de loin sa charité à distance, aseptisée, des dons généreux et défiscalisés à des organisations réputées, des participations à des galas de bienfaisance où il pouvait signer de gros chèques et se sentir vertueux sans jamais avoir à regarder la misère dans les yeux. « Papa, elle a l'air d'avoir très faim », dit Manon, sa petite voix empreinte d'une gravité et d'une détermination qui le surprirent. « Est-ce que je peux partager mes crêpes avec elle ?»« Manon, ça ne se fait pas, » répondit Stéphane à voix basse,
jetant un regard furtif autour de lui pour voir si les autres clients avaient remarqué l'intérêt de sa fille pour la jeune femme. Son premier réflexe fut celui de la protection de son image, de son confort social. On ne peut pas aborder les inconnus comme ça, c'est dangereux. Mais tu dis toujours qu'il faut aider les gens qui en ont besoin, rétorqua Manon avec la logique implacable de l'enfance, qui ne s'embarrasse pas des conventions sociales. Elle a besoin d'aide. Elle est assise par terre et elle n'a pas à manger. Et nous, on a tellement de nourriture que je n'arrive même pas à tout finir. Stéphane baissa les yeux sur l'assiette de sa fille. Elle avait mangé à peine un tiers de la grande crêpe dorée. Et il savait par expérience qu'elle n'en toucherait plus. Ce simple goûter lui avait coûté 7 €. Manon avait raison. Ils avaient bien plus que nécessaire. C'est plus compliqué que ça, ma chérie, dit-il, utilisant cette explication vague et insatisfaisante que les adultes servent aux enfants quand ils ne veulent pas avouer des vérités inconfortables. Il y a des associations qui aident les sans-abri, des foyers, des banques alimentaires comme les Restos du Cœur. Elle devrait aller là-bas. Alors pourquoi elle n'y va pas? Demanda Manon, son regard clair ne le quittant pas. Je ne sais pas, Manon. Peut-être qu'elle ne les connaît pas. Peut-être qu'ils sont pleins. Peut-être qu'elle a ses raisons. Alors c'est à nous de l'aider, conclut Manon avec la certitude simple d'une enfant qui n'a pas encore appris à détourner le regard de la souffrance. Si les associations ne peuvent pas l'aider, et que nous, on peut l'aider, on doit le faire, non? Stéphane sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Était-ce de la honte? Ou la reconnaissance soudaine que sa fille de 5 ans possédait une boussole morale, une compassion pure qu'il avait lui-même perdue quelque part sur le chemin de sa prodigieuse ascension sociale? D'accord, céda-t-il enfin, la voix un peu rauque. On peut lui donner tes restes. Mais c'est moi qui y vais. Toi, tu restes ici. Non, dit Manon avec une fermeté surprenante qui le cloua sur place. Je veux lui donner moi-même. Tu as dit que c'est important de voir les gens, pas juste leurs problèmes. De les regarder dans les yeux et de les traiter comme des personnes. Tu l'as dit quand on a donné de l'argent au monsieur qui jouait du violon à Noël. Stéphane se souvint. Il avait effectivement prononcé ces paroles, lors d'un rare moment de sagesse parentale, en essayant d'enseigner à Manon l'importance du respect et de la dignité envers les employés de service et les artistes de rue. Il n'avait pas anticipé que sa leçon serait appliquée de manière si littérale, et à un moment si publiquement embarrassant. Très bien, concéda-t-il, sentant qu'il ne pouvait plus reculer. Mais je viens avec toi. Il fit signe au serveur et lui demanda une barquette à emporter. Avec une infinie précaution, il aida Manon à transférer la crêpe à moitié mangée dans le récipient en carton. Manon insista pour y ajouter la corbeille de pain que Stéphane n'avait pas touchée et la coupelle de fruits qu'il avait commandée plus par habitude que par faim. Ensemble, le père en chemise de lin coûteuse et la petite fille en robe d'été, ils quittèrent la sécurité de la terrasse pour s'approcher de la jeune femme sur le trottoir. De près, Stéphane constata qu'elle était encore plus jeune qu'il ne l'avait pensé, à peine sortie de l'adolescence. Ses yeux verts, d'une clarté saisissante, contenaient une lassitude qui semblait appartenir à quelqu'un de beaucoup plus âgé, une fatigue née d'épreuves qu'il ne pouvait imaginer. Elle observa leur approche avec une tension palpable, le menton légèrement relevé, comme quelqu'un qui a appris par la force des choses que l'attention des gens riches peut être aussi bien une source de salut que de cruauté. « Excusez-moi, dit poliment Manon, de sa petite voix appliquée qu'elle utilisait avec les adultes qu'elle ne connaissait pas. Je m'appelle Manon. On déjeunait là-bas, et je n'ai pas réussi à finir toute ma nourriture. Est-ce que vous la voudriez? Il y a des crêpes, du pain et des fruits. La jeune femme fixa Manon, puis leva les yeux vers Stéphane, essayant visiblement de déterminer s'il s'agissait d'un acte de bonté sincère ou d'une forme élaborée de moquerie. Stéphane avait entendu des histoires terribles de gens filmant les sans-abri pour les réseaux sociaux, transformant leur souffrance en divertissement macabre. Ce n'est pas un piège, dit doucement Stéphane, devinant ses pensées. Ma fille vous a remarqué et elle voulait partager. Si vous voulez cette nourriture, elle est à vous. Sinon, il n'y a aucun problème. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes qui perlèrent sur ses joues poussiéreuses. Merci, murmura-t-elle, acceptant les barquettes que lui tendait Manon avec des mains tremblantes. Merci infiniment. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. Comment vous vous appelez? Demanda Manon avec l'amitié sans peur de l'enfance. Chloé, répondit la jeune femme. Je m'appelle Chloé.
C'est un plaisir de vous rencontrer, Chloé, dit Manon solennellement. Je suis désolé que vous ayez faim. Ça doit être très désagréable. Ça l'est, admit Chloé. Mais ça aide. Ça aide tellement. Vous êtes très gentille. Je peux vous poser une question? Continua Manon. Stéphane se crispa, redoutant la question innocente mais potentiellement blessante que sa fille pourrait poser. Pourquoi êtes-vous assise dehors? Vous n'avez pas de maison? Manon. Commença Stéphane, mortifié. Mais Chloé leva une main pour l'interrompre. Ce n'est pas grave, dit-elle avec une douceur inattendue. C'est une bonne question. Non, ma puce. Je n'ai pas de maison en ce moment. J'en avais une, mais je l'ai perdue. Ça arrive parfois. Pourquoi? Demanda Manon, sa curiosité pure et dénuée de tout jugement. Chloé regarda Stéphane, comme pour lui demander la permission de partager des vérités difficiles avec une enfant. Stéphane hocha légèrement la tête. Manon posait la question, elle méritait une réponse honnête, même si celle-ci était inconfortable pour lui. Je suis tombée très malade, expliqua Chloé simplement. J'avais un travail, un appartement, et puis j'ai eu un gros problème de santé. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, et quand je suis sortie, j'avais perdu mon travail parce que j'avais été absente trop longtemps. Sans travail, je ne pouvais plus payer mon loyer. Sans loyer, j'ai perdu mon appartement. Et une fois que vous êtes à la rue, c'est très, très difficile de s'en sortir. Il faut une adresse pour trouver un emploi, mais il faut un emploi pour avoir une adresse. C'est un cercle vicieux dont on ne peut pas s'échapper. L'explication atterrit dans la poitrine de Stéphane comme un coup de poing. Il avait toujours vaguement supposé que le sans-abrisme était le résultat de mauvais choix, de défaillance morale, d'addiction ou de paresse. L'idée que quelqu'un puisse simplement tomber malade, avoir de la malchance, et voir toute la structure de sa vie s'effondrer était profondément déstabilisante. Ce n'est pas juste, dit Manon, son petit visage plissé par la détresse. Vous n'avez rien fait de mal. Vous étiez juste malade. Mon amie Léa a été malade l'année dernière, et elle n'a pas perdu sa maison. La famille de Léa avait probablement des ressources que je n'avais pas, dit doucement Chloé. De l'argent de côté, une famille pour l'aider, une bonne mutuelle. Je n'avais rien de tout ça, alors quand la malchance a frappé, je n'avais aucun filet de sécurité. Papa a beaucoup de ressources, observa Manon, se tournant vers lui avec un regard plein d'attente. Peut-être qu'il peut vous aider à avoir une maison. Stéphane sentit tous les regards des tables voisines se tourner vers eux. Son malaise atteignit son paroxysme. C'était exactement le genre de scène qu'il avait voulu éviter, une conversation publique sur la pauvreté, les ressources et l'aide, avec sa propre fille le mettant au pied du mur devant les notables du village. Manon, ce n'est pas si simple, commença-t-il, la gorge sèche. Pourquoi pas? L'interrompit-elle. Tu dis tout le temps que tu veux faire une différence. Tu donnes de l'argent pour aider les gens tout le temps. Chloé est une personne qui a besoin d'aide. Elle est juste là. Pourquoi tu ne peux pas l'aider? Stéphane baissa les yeux sur sa fille, puis sur Chloé, qui observait cet échange avec un mélange d'espoir et de résignation, comme si elle avait appris à ne pas attendre grand-chose des promesses des riches, mais ne pouvait s'empêcher d'espérer quand même. Il pensa à la proposition d'acquisition sur sa tablette. Un accord à 50 millions d'euros qui ajouterait un autre zéro à sa valeur nette, mais qui n'améliorerait concrètement la vie de personne. Il pensa au gala de charité du mois prochain où il s'était engagé à donner 200 000 euros à des programmes de prévention du sans-abrisme, un don qu'il pouvait largement se permettre, mais qui semblait soudain creux et impersonnel comparé à la jeune femme assise devant lui, qui avait besoin d'aide maintenant, pas après que l'organisme de bienfaisance ait encaissé son chèque et débattu de la manière d'allouer les fonds. Tu as raison, s'entendit-il dire, se surprenant lui-même autant que Chloé. Manon, tu as absolument raison. Chloé, seriez-vous prête à accepter de l'aide si je vous en offrais? Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quel genre d'aide? Le genre qui vous donne une chance de vous remettre sur pied, dit Stéphane, son cerveau de PDG se mettant déjà en marche pour formuler un plan. Mais j'ai besoin de connaître votre situation d'abord. Vous avez dit que vous étiez malade. Êtes-vous guéri? Avez-vous besoin de soins médicaux continus? Je suis guéri, dit rapidement Chloé. C'était une appendicite qui s'est infectée.
J'ai passé 2 semaines à l'hôpital et un autre mois en convalescence. Je suis en bonne santé maintenant. Je suis juste coincé. Avez-vous de la famille? Des amis qui pourraient vous aider? Chloé secoua la tête. J'ai quitté l'aide sociale à l'enfance à 18 ans. Pas de famille. J'avais des amis, mais quand on devient sans-abri, les gens ont tendance à s'éloigner. C'est inconfortable pour eux, vous savez. Ils ne savent pas comment aider, alors ils finissent par arrêter d'essayer. Et vos compétences professionnelles? Que faisiez-vous avant de tomber malade? J'étais assistante administrative dans un cabinet d'avocats, dit Chloé. Je suis douée avec les ordinateurs, la planification, l'organisation, le service client. En fait, je suivais des cours du soir pour devenir assistante juridique quand je suis tombée malade. J'ai dû abandonner quand j'ai perdu mon emploi car je ne pouvais plus payer les frais de scolarité. Stéphane prit une décision. Voici ce que je vous propose. Je possède une société appelée Dubois Industrie. Nous avons un programme d'appartements de fonction, des petits logements que nous mettons à disposition du personnel en mutation ou en besoin temporaire. L'un de ces appartements est actuellement vacant. Vous pouvez y séjourner, sans loyer, pendant 3 mois, le temps de vous remettre sur pied. Les mains de Chloé volèrent à sa bouche. Vous êtes sérieux? Très sérieux. En échange, j'aimerais que vous travailliez pour l'entreprise. Nous avons besoin d'une assistante administrative dans notre département de communication et de sensibilisation communautaire. Le salaire est de 45 000 € par an avec une couverture sociale complète, y compris une excellente mutuelle. C'est un poste de débutant, mais il est stable, et il y a des possibilités d'avancement. Je ne peux pas. Pourquoi feriez-vous ça? Balbutia Chloé, complètement dépassée. Stéphane regarda sa fille, qui rayonnait d'une fierté et d'une joie pure. Parce que ma fille m'a rappelé que voir un besoin et avoir le pouvoir d'aider crée une obligation d'agir réellement. Pas seulement de parler d'aider ou de faire des dons à des organisations. Vous êtes ici. Vous avez besoin d'aide, et je peux vous la fournir. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne me connaissez pas, protesta Chloé. Je pourrais mentir. Je pourrais avoir un casier judiciaire. Je pourrais être instable ou dangereuse. Avez-vous un casier judiciaire? Demanda Stéphane calmement. Non. Êtes-vous instable ou dangereuse? Non, j'ai juste besoin d'aide. C'est tout. Je suis juste quelqu'un qui a eu de la malchance et qui a besoin d'une chance de se relever. Alors c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, dit Stéphane. Enfin, ça est votre nom légal complet pour les formalités d'embauche. Chloé? Chloé Rose Thompson, murmura-t-elle. C'est réel. Ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment, confirma Stéphane. Il sortit son téléphone. Je vais appeler ma directrice des ressources humaines tout de suite. Elle s'appelle Valérie et elle est excellente pour contourner les lourdeurs administratives. Nous allons vous installer dans l'appartement aujourd'hui, vous fournir quelques produits de première nécessité, et commencer les formalités d'embauche lundi. 20 minutes plus tard, Valérie avait organisé la prise en charge de Chloé pour la conduire à l'appartement de fonction. Stéphane lui avait donné de l'argent liquide pour ses besoins immédiats, produits de toilette, nourriture, vêtements de base. Manon avait donné à Chloé son lapin en peluche préféré, insistant sur le fait que Chloé en avait plus besoin qu'elle. Je prendrai bien soin de lui, promit Chloé, serrant le lapin usé que Manon traînait partout depuis ses 2 ans. Je vous le rapporterai quand j'irai mieux. Vous pouvez le garder, dit Manon généreusement. Il est doué pour que les gens se sentent en sécurité. Vous en avez plus besoin que moi en ce moment. Après le départ de Chloé dans la voiture envoyée par Valérie, Manon et Stéphane se rassirent à leur table. Stéphane annula le reste de son travail de l'après-midi, rangeant complètement son téléphone et sa tablette pour la première fois depuis des années. « Papa » dit Manon après un long silence. « Oui, ma chérie. Je suis fier de toi. Tu as aidé Chloé. Tu l'as vue, et tu l'as aidée. » Stéphane sentit des larmes lui piquer les yeux. Des larmes qu'il avait été trop occupé, trop concentré, trop ambitieux pour s'autoriser pendant des années. Je suis fier de toi aussi, Manon. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et tu n'as pas détourné le regard. Tu n'as pas cherché d'excuses. Tu as juste voulu aider.
C'est mieux que tout ce que je fais au travail. Bâtir des entreprises et gagner de l'argent, c'est bien. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, voir l'humanité de quelqu'un et y répondre avec bonté, c'est ce qui compte vraiment. Est-ce que Chloé ira bien maintenant? Demanda Manon. Je le pense, dit Stéphane. Je l'espère. Elle est intelligente et capable. Elle avait juste besoin d'une chance. Mais Manon, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que nous avons fait aujourd'hui pour Chloé, ça ne résout pas le problème des sans-abri. Il y a des milliers de personnes comme Chloé dans ce pays. Toutes avec leurs propres histoires, toutes ayant besoin d'aide. Une personne qui en aide une autre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Manon. On fait les deux, décida Stéphane. On aide les individus quand on le peut, comme nous avons aidé Chloé aujourd'hui. Mais on travaille aussi sur des solutions plus grandes, en soutenant des politiques et des programmes qui créent des filets de sécurité pour que les gens ne passent pas à travers les mailles du filet comme Chloé l'a fait. On utilise nos ressources non seulement pour la charité individuelle, mais pour un changement systémique. Ça a l'air difficile, observa Manon. C'est difficile, admit Stéphane. Mais construire une entreprise l'est aussi, et je l'ai fait. Élever une fille seule l'est aussi, et je le fais, même si ce n'est pas aussi bien que je le devrais. Difficile ne veut pas dire impossible. Cela signifie simplement que cela demande du travail, de l'engagement, et de se soucier davantage du résultat que de son propre confort. Au cours des semaines suivantes, Chloé s'épanouit dans son nouveau rôle chez Dubois Industries. Elle était tout ce qu'elle avait prétendu être, intelligente, organisée, fiable, et reconnaissante sans être obséquieuse. Elle se jeta à corps perdu dans son travail, déterminée à prouver que la confiance de Stéphane n'avait pas été mal placée. Valérie, la DRH, devint le mentor de Chloé, l'aidant à naviguer dans la culture d'entreprise et le développement professionnel. D'autres employés, apprenant la situation de Chloé et la manière dont elle avait été embauchée, commencèrent à partager leurs propres histoires de difficultés et de rétablissement, créant une culture d'ouverture qui n'existait pas auparavant. Stéphane commença à mettre en œuvre des changements plus larges. Il établit un partenariat formel avec une association locale d'aide aux sans-abri, créant un programme qui embauchait des personnes en situation de précarité pour des postes de premier échelon tout en fournissant un soutien au logement. Il révisa les politiques de l'entreprise pour inclure des congés maladie plus généreux et des fonds d'aide d'urgence, reconnaissant qu'une seule crise ne devrait pas détruire la vie entière de quelqu'un. Il commença également à emmener Manon faire du bénévolat dans une banque alimentaire les week-ends, voulant s'assurer que son impulsion à aider soit nourrie et développée, plutôt que de n'être qu'un simple moment de compassion enfantine qui s'estomperait avec l'âge. 3 mois après ce déjeuner sur la place du village, Chloé se présenta au bureau de Stéphane. Elle était transformée, en bonne santé, confiante, habillée de manière professionnelle, ne portant plus aucun signe visible du traumatisme qu'elle avait enduré. « Je voulais vous faire un point sur ma situation, » dit Chloé. « J'ai maintenant économisé suffisamment pour la caution de mon propre appartement. Pas un des logements de l'entreprise, mon propre chez moi. J'emménage ce week-end. » « C'est merveilleux, » dit Stéphane sincèrement. « Je suis tellement heureux pour vous. »« Je voulais aussi vous rendre ceci, » dit Chloé en sortant le lapin en peluche de Manon de son sac. « Il a été mon réconfort à travers tout ça, mais je pense que Manon aimerait peut-être le récupérer maintenant. »« Gardez-le, » dit Stéphane. « Manon vous l'a donné. Elle voudrait que vous l'ayez, comme un rappel que vous n'êtes pas seul. Que des gens se soucient de vous. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. « Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi avez-vous vraiment fait ça? Je sais que Manon vous a demandé d'aider. Mais vous auriez pu simplement me donner de l'argent et partir. Vous m'avez donné un travail, un logement, une chance d'avoir une vraie vie. Personne ne fait ça. Alors pourquoi vous? » Stéphane réfléchit à la manière de répondre honnêtement. « Parce que j'étais devenu quelqu'un que je ne voulais plus être. J'avais passé des années à accumuler des richesses et du succès en oubliant pourquoi tout cela avait de l'importance. Ma fille m'a rappelé de la manière la plus directe et la plus inconfortable possible que les ressources créent des responsabilités. Que voir la souffrance et avoir le pouvoir de la soulager crée une obligation de faire quelque chose, pas seulement de se sentir mal ou de faire des gestes symboliques. » Il marqua une pause. « Mais aussi parce que votre histoire m'a fait peur. Vous aviez tout fait correctement. Vous travailliez dur. Vous aviez un emploi.
Vous essayez de vous construire une vie meilleure grâce à l'éducation. Et une seule crise médicale a tout détruit. Si cela a pu vous arriver, cela peut arriver à n'importe qui. Notre société ne devrait pas fonctionner comme ça. Les gens ne devraient pas être à une maladie ou à un salaire près de tout perdre. Alors vous m'avez aidé pour vous sentir mieux dans votre peau? Demanda Chloé, mais il n'y avait aucune accusation dans son ton. Juste une curiosité sincère. En partie, admit Stéphane, mais aussi parce que c'était la bonne chose à faire. Et parce que je voulais sincèrement vous voir réussir. Les deux peuvent être vrais. Je peux bénéficier du fait de vous aider tout en me souciant de vous en tant que personne. Chloé sourit. Eh bien, merci pour tout. Vous avez changé ma vie, monsieur Dubois. Vous et Manon. Je ne l'oublierai jamais. 5 ans plus tard, Chloé était la directrice de la sensibilisation communautaire chez Dubois Industries, supervisant le programme d'embauche des sans-abri qui était passé d'une simple expérience à un modèle adopté par des entreprises de tout le pays. Elle avait terminé sa formation d'assistante juridique et suivait maintenant des cours du soir pour obtenir un diplôme en travail social. Et elle n'avait jamais oublié ce déjeuner sur la place du village, quand une petite fille de 5 ans avait vu sa faim et demandé à partager, quand un PDG milliardaire avait été mis au défi par sa fille d'être meilleur, et avait relevé ce défi. Manon, maintenant âgée de 10 ans, faisait toujours régulièrement du bénévolat, bien que sa compréhension des problèmes sociaux soit devenue plus sophistiquée. Elle ne croyait plus que donner ses crêpes pouvait résoudre le problème de la faim, mais elle croyait encore plus fermement qu'il fallait commencer par là, par un acte de partage, par le fait de voir la personne, et non le problème, et par le courage de ne pas détourner le regard.